Bonjour, sans langue de bois, Philippe Liénard, vous connaissez l'émission pour être de plus en plus nombreux à la regarder. Aujourd'hui, j'invite Gérard Contremoulin, un des hommes importants du Grand Orient de France et surtout quelqu'un qui vient de contribuer d'une manière magistrale à la connaissance du rite français. On y revient puisque tout le monde ne sait pas de quoi il s'agit. Gérard Contremoulin, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes né à Rouen en 1948. Je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau. Petit CV, vous avez fréquenté l'école des arts dramatiques, on en parlait en off il y a quelques instants, à Rouen dans les années 60. Vous avez occupé les fonctions de directeur départemental de la jeunesse et des sports à Nanterre. Puis, c'est ce que j'ai lu sur les promotions que l'on fait de vous, on corrigera après. Et puis, vous avez, semble-t-il, été formateur à Villejuif en matière de communication et de vie sociale. C'est ce que j'ai lu. Alors, si c'est pas bon, on corrigera. Mais surtout, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Vous avez été un des membres du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France. On expliquera tout à l'heure ce qu'est un Conseil de l'Ordre et ce qu'est le Grand Orient de France en 2 mots. Et puis, vous avez non seulement écrit en 2018, enfin il est paru en 2018, un livre aux éditions d'Etrade que l'on voit en visuel, L'homme debout, la République pour un nouvel humanisme, on en parlera aussi. Mais surtout, le plus important là, vous êtes dédié depuis un moment, d'une manière complètement approfondie, au rite français. Le rite français, pour ceux qui nous regardent et qui seraient francs-maçons, ça leur parle sans doute. Pour ceux qui ne sont pas francs-maçons, ça ne veut peut-être rien dire. Ce sera à vous d'expliquer ce que contient ce rite français et en quoi il peut se différencier d'autres choses, comme par exemple le rite écossais ancien et accepté, qui n'est ni ancien ni accepté, enfin on en reparlera peut-être. Vous leverez le voile sur tout ce mystère du rite français, si vous le voulez bien. Alors un petit peu de promotion quand même. Vous sortez chez Dervy, courant 2022, un livre sur le rite français qui s'appelle « L'esprit du rite français ». Au moins c'est clair. Et puis chez d'Etrade, les éditions d'Etrade, plusieurs volumes, des volumes qui sont au nombre de 4 sur ce que l'on appelle les ordres de sagesse. On explique aussi dans un instant de quoi il s'agit. Et puis un livre qui s'appelle « Apprendre, comprendre, transmettre », qui concerne ce que l'on appelle en franc-maçonnerie, comme vous me l'avez dit, les grades bleus, c'est-à-dire apprenti, compagnon et maître. On corrigera aussi cela si vous le souhaitez tout à l'heure. Voilà. Alors, Gérard, première question, avant d'aborder vos ouvrages, tant celui de 2018 que ceux qui seront disponibles dans quelques jours, on devine, puisque vous n'en faites pas mystère, que vous êtes dans les hauts grades maçonniques. Alors, vous n'êtes pas maçon depuis la semaine dernière. En ces temps de perte de repères, alors pourquoi êtes-vous devenu franc-maçon en version courte ? Alors c'était en 1982. Je suis devenu franc-maçon dans une loge qui s'appelle toujours Droiture et Solidarité, le Grand Orient de France, à l'Orient de Paris. L'Orient, c'est la ville dans laquelle se réunissent les loges. Pourquoi ? Parce que ça faisait un moment que me travaillait l'idée de savoir comment on situe les hommes, comment on situe les hommes et les femmes, bien entendu, comment ils prennent des responsabilités, comment ils essaient de s'expliquer les choses et comment ils essaient de se comporter. Alors j'ai beaucoup lu. J'ai lu, je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs obédiences dans la franc-maçonnerie, je me suis aperçu qu'il y avait des loges, qu'il y avait des rites, toutes ces choses auxquelles je ne comprenais rien. Et puis je suis tombé sur un petit bouquin qui définissait ce qu'était le Grand Orient de France, et notamment sur une phrase qui correspond à une décision majeure prise dans les instances internes du GO. Il n'est pas nécessaire de croire en Dieu pour devenir franc-maçon. Là, je me suis dit, ça c'est pour moi. Et après, je me suis donc rapproché de ceux autour de moi que j'imaginais être franc-maçons.
j'avais bien choisi. Enfin, il s'était peut-être aussi un petit peu laissé choisir. Et voilà, je suis devenu franc-maçon en 82. Gérard, petit pavé dans la mare, 95% des francs-maçons sur la planète déclarent croire en un Dieu révélé. Et dans ces obédiences-là, on leur demande de dire qu'ils croient en Dieu avant même de pouvoir prêter un serment de franc-maçon. Donc, la France serait-elle une exception culturelle, elle et quelques autres pays, avec 5% de la maçonnerie comportant des maçons qui sont heureux de se dire moi, on ne me demande pas de croire en Dieu? Alors 5% à l'échelon mondial. Oui. Ah oui. 85% à l'échelon de la France et de l'Europe. Exception culturelle. Alors ça, c'est le grand schisme dans la franc-maçonnerie. Il est de bon ton, il est d'usage de dire que la franc-maçonnerie est universellement adogmatique. Certes, enfin, que la franc-maçonnerie est universelle, certes, mais elle n'est pas précisément universellement adogmatique, et cette question dit bien les choses. C'est-à-dire que il y a un principe qui est un principe clé avec lequel naît la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, c'est la liberté de conscience. Elle naît en Angleterre, 1717, elle prend sa forme obédientielle, c'est-à-dire organisée, autour du fait qu'il n'y a plus de religion imposée en Angleterre à cette époque, et donc les Anglais se réunissent, je la fais courte, autour de l'idée qu'il n'est plus nécessaire de se choisir, de croire en un Dieu, on peut choisir lequel, mais à la condition de le choisir. Ça, cette tradition va perdurer. C'est tout un débat encore aujourd'hui, et ça ne sera pas le débat de notre émission, mais Gérard, c'est quoi un franc-maçon? Un franc-maçon, c'est quelqu'un qui pense que, pour ce que je pense, moi, et l'expérience de 40 années de maçonnerie que j'ai maintenant, c'est quelqu'un qui a décidé à un moment donné de ne plus se laisser gouverner par une transcendance, par une vérité révélée ou d'ordre supérieur, mais qui place, comme le faisait la philosophie du siècle des Lumières, sa raison au centre de la démarche. C'est-à-dire qu'il ne fait plus référence à quelque chose qui existerait comme ça au firmament des cieux, pour l'occurrence, mais il pense profondément qu'il est lui-même responsable de sa destinée. Alors, vous êtes membre du Grand Orient de France, je l'ai dit, vous l'avez dit, vous ne l'avez pas démenti, donc c'est public, il n'y a pas de problème, on ne fait pas de mystère autour de ça, mais par contre, tout le monde ne sait pas que sur un peuple maçonnique, je dirais français, d'à peu près 180 000 personnes, 50 000 à peu près, sont membres du Grand Orient de France. Donc c'est pas une petite obédience, c'est pas un petit groupe de loges, c'est une fédération de loges et de rites, vous expliquerez ça si vous le souhaitez, mais moi je voudrais vous poser une question qui est un deuxième pavé dans la mare tout de suite, comme ça on s'en débarrasse. Est-il normal que la franc-maçonnerie, le Grand Orient notamment, prenne part dans un débat politico-social? Est-ce son rôle? Et quand, si oui, doit-elle le faire? Alors, c'est pas un pavé dans la mare, c'est en quelque sorte l'ADN du Grand Orient de France. Le Grand Orient de France, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, c'est-à-dire que l'homme se choisit sa destinée. D'ailleurs, on verra que c'est dans les rites, à un moment très précis, ça se démontre. L'homme se choisissant sa destinée, il choisit d'améliorer d'abord lui-même, ça c'est le propre de toute philosophie, mais simultanément à l'amélioration de la société. C'est-à-dire que les francs-maçons du Grand Orient de France marchent sur leurs deux pieds. Dans la loge, s'améliorer soi-même et, en même temps, prendre appui sur ce que c'est que la société pour s'améliorer aussi. C'est-à-dire que être franc-maçon du Grand Orient de France, c'est pas... je vais prendre une image qui va faire sourire certains, se regarder pousser l'acacia étant une fleur symbolique de la maçonnerie, notamment du 3e grade, mais de travailler à une amélioration de soi-même, de sa propre connaissance, mais en même temps, j'insiste là-dessus, d'améliorer la société. C'est d'ailleurs rappelé dans l'article 1er de la Constitution du Grand Orient de France que chaque loge et chaque atelier d'ordre de sagesse répète lors de l'ouverture des travaux l'amélioration matérielle et morale, le perfectionnement intellectuel et social de l'humanité. Vous avez écrit, du moins on a mis sous votre plume, dans la promotion d'ailleurs de votre livre publié en 2018, L'homme debout,
On a mis sous votre plume: la franc-maçonnerie issue des Lumières se donne pour mission d'ouvrir des perspectives pour la protéger, mais aussi pour donner aux générations futures un avenir éclairé. Alors c'est lourd de sens, mais quel avenir éclairé dans la société dans laquelle nous vivons? Alors, c'est aussi